Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Nous remercions Benjamin de Rivolier et Romain Lasseur, docteur en toxicologie et écologie animale et expert international sur les espèces animales envahissantes, d'être présents aujourd'hui parmi nous chez Rivolier. La gestion de son territoire est très importante pour Romain tout au long de l'année pour permettre une meilleure biodiversité. La gestion des espèces invasives fait partie de cette gestion et nous allons donc l'évoquer aujourd'hui en compagnie de Benjamin, où nous allons évoquer également les produits de la gamme Bushnell. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Romain. Bonjour Benjamin. Comme on vient de l'évoquer, les espèces invasives sont un phénomène qui s'intensifie et qui doivent être pris en compte dans la gestion du territoire. Peux-tu te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais et ton métier? Oui, bien sûr. Merci déjà à Rivolier pour cette invitation et de me permettre aussi de parler de cette gamme de produits qu'on utilise nous-mêmes au quotidien. Alors, effectivement, merci Benjamin. Donc, moi, Romain Lasseur, donc, je suis effectivement docteur en toxicologie animale et en écologie animale globalement. J'interviens très peu dans le monde cynégétique, mais j'interviens plutôt dans mon métier, qui est un métier d'expertise à l'échelle internationale sur ce qu'on appelle les espèces animales envahissantes. Alors, ça peut paraître un mot un peu savant, mais c'est quoi? C'est toutes ces espèces qui peuvent être dans notre quotidien, non pas qu'on va rechercher à entrer en contact avec pour des questions de loisirs, comme ça peut être sur le sujet cynégétique, mais pour des questions plutôt sanitaires. Donc, par là, on va penser aux rongeurs en ville. On va penser aux oiseaux qui s'invitent en ville, comme le pigeon. On va penser à un certain nombre d'espèces qui peuvent venir un petit peu bousculer l'écosystème pour des questions sanitaires ou des questions économiques. On va penser par là au ragondin, par exemple. Alors, effectivement, le ragondin peut être vu d'une manière très cynégétique sur le piégeage et puis peut être vu par des experts comme nous comme une espèce qui vient à la fois déstabiliser un écosystème, perte sèche de biodiversité, mais aussi surtout le déstabiliser sur le plan sanitaire, puisque le ragondin est le principal vecteur d'une maladie qui s'appelle la leptospirose, par exemple. Donc, pour nous qui sommes des experts scientifiques de ce sujet-là, eh bien, l'idée, c'est effectivement de regarder ces espèces avec un focus autre que cynégétique, c'est-à-dire un focus sanitaire, un focus économique. Et donc, c'est assez marrant qu'on puisse parler de ce type de produits parce que c'est vrai que ces produits, on les utilise sur un certain nombre d'espèces qui ne sont pas très communes au monde cynégétique. Bien sûr. Donc, tu nous parles du fait d'utiliser ces produits. Quelle va être leur utilité principale dans ton métier? Alors, je crois que déjà, il faut rappeler quelques statistiques sur ces espèces au niveau international. Quand on parle d'espèces animales envahissantes, c'est souvent des espèces qui s'introduisent accidentellement sur un milieu. Ça a été le cas du ragondin qui arrivait, alors non pas accidentellement, mais qu'on a introduit volontairement pour l'exploiter avec sa fourrure avant-guerre. Et malheureusement, c'est une espèce qui s'est bien inféodée à l'écosystème français, qui aujourd'hui pullule et est même une espèce déclarée hors de contrôle à ce jour en Europe. Donc, c'est vrai qu'en fait, on a cet accident d'introduction d'une espèce. Ça a été le cas du frelon asiatique, ça a été le cas du moustique tique, ça a été le cas d'un certain nombre d'endroits avec les punaises d'hélice, c'est le cas d'un certain nombre d'endroits aussi avec des rongeurs. On a ces espèces qui accidentellement s'introduisent à raison de 2-3 espèces nouvelles dans l'écosystème tous les ans. C'est à peu près des stats françaises. Donc, en fait, le constat, c'est que on a d'une part quantitativement ces espèces qui s'imposent dans l'écosystème au détriment des espèces locales et puis ensuite qui peuvent poser des problèmes économiques et sanitaires. Donc, en fait, l'idée, c'est que tous les outils qui nous permettent à la fois de détecter la première introduction de ces espèces, puis ensuite de les suivre en population, de suivre leur dynamique, sont les bienvenus parce que ces espèces, contrairement à plein d'autres espèces, ont la nécessité d'être régulées pour à la fois ne pas s'imposer dans l'écosystème et à la fois ne pas poser de problèmes sanitaires dans les écosystèmes dans lesquels l'homme vit. Donc, en fait, notre métier, c'est de connaître, mesurer, comprendre pour savoir à quel moment on doit intervenir sur ces espèces-là, non pas pour des questions de loisirs, mais bien entendu pour des questions économiques et des questions sanitaires. Donc, notre métier, c'est vraiment ça. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on va parler de ces caméras. Tout à fait, ouais. C'est des outils qu'on utilise justement pour notre métier qui consiste à parfaire notre connaissance sur le statut de ces espèces, la manière dont elles se comportent dans les écosystèmes et essayer de comprendre à quel moment on se fixe des seuils au-delà desquels il faut qu'on intervienne et qu'on régule, qu'on peut appeler de la gestion de territoire. Nous, on va appeler ça de la gestion des espèces envahissantes, mais finalement, quelque part, on s'aperçoit aussi que ces outils-là, et on en parlera dans un second temps, vont nous aider à comprendre
en quoi les mesures de régulation qu'on met en place ou en quoi les mesures de gestion qu'on met en place sont efficaces ou non sur ces espèces qui ont plutôt tendance à nous échapper. Tout à fait. Donc, si je comprends bien et pour que les auditeurs puissent bien comprendre, la première nécessité de ces appareils pour toi, ça va être de quantifier et d'identifier les espèces dont tu as la charge. Voilà. Alors, effectivement, nous, on intervient on ne peut pas forcément appeler ça des territoires. On intervient dans des milieux industriels, des milieux d'industrie agroalimentaire, des milieux pharmaceutiques, des milieux de collectivités, des milieux privés, des milieux d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a des activités humaines comme l'industrie agroalimentaire qui intéressent un certain nombre d'espèces animales envahissantes qui vont faire l'objet d'une intrusion et puis d'une infestation. C'est le cas du rat brun ou qu'on appelle le rat d'égout. Qui pose problème? Oui, il pose problème sur le plan sanitaire. C'est de très loin un des mammifères qui transmet le plus de zoonoses. C'est quoi une zoonose? C'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. La leptospirose, la salmonelle, par exemple, sont des exemples qui peuvent poser des problèmes à la santé humaine. Donc, ces espèces, on a besoin de les surveiller, y compris pour l'image des entreprises qu'on est censé protéger, et puis faire en sorte aussi qu'on assure tout au long de la chaîne de la production alimentaire cette fameuse sécurité sanitaire des aliments. Et on sait que ces espèces-là, elles viennent bousculer, je dirais, la production saine des aliments qui nous sont destinés ou qui sont destinés à nos animaux domestiques. Donc, en fait, ces espèces-là, parce qu'on connaît le contexte sanitaire qu'elles peuvent provoquer, on a besoin de les identifier, en tout cas de le détecter et ensuite de les suivre. On ne dit pas qu'il faut forcément éradiquer ces espèces, mais il faut les maintenir sous un seuil en dessous duquel elles ne posent pas de problème sanitaire ni économique. Donc oui, aujourd'hui, notre métier, c'est d'intervenir non pas sur des territoires cynégétiques, puisque moi, je n'interviens absolument pas dans le monde cynégétique, j'interviens plutôt dans le monde des entreprises, dans le monde des collectivités pour surveiller ces espèces, parce qu'on sait pertinemment, contrairement à parfois tout ce qu'on peut nous raconter, que toutes les espèces n'ont pas le même statut, mais la même dynamique. Et on a des espèces, et ces espèces animales envahissantes, elles ont plutôt tendance à s'imposer sur les autres, et toutes les espèces ne présentant pas la même dynamique de population. Donc, oui, un besoin d'identifier, oui, un besoin de quantifier pour intervenir et mesurer l'efficacité des mesures de gestion qu'on met en œuvre, sachant que nous, la gestion, ce n'est pas aménager des ronciers, ou comme ça peut être, je pense, le cas pour des chasseurs de sangliers, par exemple, mais c'est plutôt aménager des bâtiments, comprendre comment les espèces arrivent, comprendre comment elles infestent un milieu pour faire en sorte d'aménager le milieu afin que celui-ci devienne de moins en moins hospitalier à l'espèce. Donc, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'on va avoir clairement une parallèle par rapport à une utilisation proche du milieu cynégétique, c'est-à-dire qu'on va parler d'espèces qui vont être invasives, envahissantes, dont le nombre échappe souvent. On va penser à certains parcs de chasse, etc. Et c'est là où rentre en compte l'utilisation de ce produit. Est-ce que toi, Romain, tu peux nous expliquer un petit peu l'approche que tu as et réellement comment tu utilises ces produits? Alors, ce qui est important aussi, avant de positionner un appareil, c'est de savoir ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, notre métier, c'est avant tout un métier scientifique et on a la chance d'être des scientifiques de terrain. Et donc, effectivement, on a un certain nombre de méthodes qui nous sont offertes historiquement pour essayer à la fois d'identifier, mais aussi d'estimer une dynamique de population. Je pense notamment à des méthodes comme la capture-recapture. On capture un animal, on le relâche, et en fait, la probabilité qu'on va avoir de recapturer ce même animal au cours d'une session de piégeage va nous donner une information sur sa densité. Le bagage des oiseaux ou le bagage des animaux est également un outil de suivi des populations, mais vous voyez bien que, et tu vois bien que c'est lourd en termes de charge humaine pour pouvoir mettre en œuvre ces suivis de population. Et puis, finalement, l'identification juste d'une espèce va dépendre du niveau d'expertise de celui qui va l'observer. Donc, on injecte de la subjectivité finalement dans la manière dont on va identifier une espèce ou une autre en fonction de ses connaissances. En fait, je dirais qu'avec l'avènement de ces caméras dans notre domaine d'activité, alors ça n'a pas du tout été le premier domaine d'activité dans lequel ces caméras sont apparues, parce que je pense que c'est apparu avant dans le monde cynégétique pour surveiller les territoires et essayer de voir si on avait des animaux dans son bois. L'avènement de ces outils, en fait, nous amène deux choses. Nous amène la capacité à avoir un appareil qui travaille pour nous à distance. Et ça, je dirais que ça permet d'introduire dans notre méthode de suivi des espèces de la discrétion. On n'est pas invasif dans la manière dont on va les compter. On ne va pas capturer, puis relâcher, puis recapturer un animal au risque que cet animal, en plus si on est sur une espèce protégée par exemple,
eh bien, succombent au piégeage. Là, on va vraiment faire du piégeage non invasif, et c'est ça vraiment le premier intérêt de cet outil-là. Et finalement, c'est aussi un outil qui nous permet d'organiser notre travail de terrain, puisqu'en fait, en fonction de si on va faire du suivi qualitatif, j'entends suivi qualitatif, je vais identifier une espèce envahissante, présence-absence, elle n'était pas là, elle est là. Et puis ensuite, on va faire du suivi quantitatif. Elle est là, elle s'installe, et ces outils-là vont nous permettre de suivre l'évolution de population de cette espèce. Donc, en fait, on va être dans une approche qu'on appelle quali-quanti, qu'on arrivait avant à couvrir avec la capture-recapture, à une approche systématisée, automatisée avec ces caméras qui vont nous permettre d'identifier une espèce et de suivre sa population. Et donc, en fonction de la densité de tes appareils que tu vas mettre sur le terrain, tu vas pouvoir, si tu ne mets qu'un appareil, pouvoir identifier « Ah bah oui, j'ai un rongeur qui est passé par cet endroit. Non, je n'ai pas de rongeur qui est passé par cet endroit. » Et avoir une photo qui aujourd'hui est une preuve ultime de la présence qu'on peut montrer à un client. Une photo vaut mieux que des grands discours, ça c'est clair. Et ça, c'est une vraie avancée pour nous, technologique. Et puis finalement, je crois qu'il faut aussi qu'on parle d'une chose, c'est technologiquement, et notamment les produits Bushnell sont vraiment des produits phares de l'innovation technologique, c'est la puissance des appareils. Parce qu'aujourd'hui, on a des appareils qui, ces 20 dernières années ou ces 10 dernières années, nous permettaient effectivement de faire plutôt une approche quantitative, nombre d'animaux qui passent par unité de temps. L'approche qualitative était un petit peu plus aléatoire parce que la qualité des photos et la puissance des détecteurs n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui dans les produits qu'on a devant nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a des produits qui, sur le plan quantitatif, nous permettent de voir des animaux entre 0 et 100 mètres en fonction de la puissance. 100 mètres, on parle de 100 mètres. Aujourd'hui, dans une industrie agroalimentaire ou dans une industrie pharma, 100 mètres, c'est le long d'un bâtiment. Donc, simplement l'installation d'un dispositif nous permet de couvrir une surface qu'on n'arrivait pas à couvrir avant. Donc, je crois que technologiquement, l'avancée de ces appareils nous permet aujourd'hui d'avoir une approche scientifique sur les espèces animales envahissantes qui soit complète. Et effectivement, à nous, scientifiques, à nous, probabilistes, de savoir combien d'appareils on doit mettre sur le terrain en fonction de l'objectif scientifique qu'on se pose. Présence-absence d'une espèce, présence-absence de rat dans un égout, présence-absence de souris dans un stockage, dans un supermarché, présence-absence de raton laveur dans les métros, puisqu'aujourd'hui, on a à faire face à cette nouvelle espèce envahissante. Ou bien me dire combien j'ai de rats qui passent dans cette pièce par unité de temps, et est-ce que ce seuil évoque une opération de régulation parce que je me suis fixé un seuil à « je ne veux pas avoir un rongeur dans cette pièce ». Donc, la moindre présence de rongeur qui m'est signalée par l'appareil déclenche une opération de régulation. Ou bien, je suis dans un endroit un petit peu ouvert à tous les vents et donc, finalement, oui, j'ai des rongeurs, mais quelle espèce de rongeur? Si je suis sur de la musaraigne, du mulot ou du campagnol des champs, je ne vais pas intervenir. Si je suis sur du rat parce que le rat va chercher à rentrer dans le bâtiment, peut-être que je vais intervenir. Donc, en fait, aujourd'hui, je dirais que la puissance de ces appareils, couplée à un objectif scientifique de ce qu'on veut voir sur le terrain, de ce qu'on veut démontrer et la méthode quali-quanti qu'on va vouloir mettre en œuvre, aujourd'hui, on a 100% des possibilités qui nous sont offertes avec ces appareils. Et aujourd'hui, moi, je suis content parce que ça s'inscrit aussi, et je crois qu'il ne faut pas non plus laisser ce mot-là aux amis de la nature en permanence, c'est de se dire la responsabilité sociale et environnementale de nos sociétés. C'est de dire, eh bien, avec ces appareils, je m'économise des déplacements. Oui, je participe à la décarbonation de la planète parce que je ne prends pas mon véhicule. Et finalement, je crois que l'impact positif sur le plan environnemental de ces appareils, il faut le souligner. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure, tu nous parlais de la puissance de ces appareils. Je me permets du coup de faire un petit focus donc, sur la gamme qu'on a ici présentée et tout particulièrement donc, ce produit, à savoir le Core DS de la marque Bushnell. Il est important pour toi de pouvoir faire de la prise de cliché. Tu nous parlais tout à l'heure de 100 mètres, mais aussi dans des endroits assez exigus. Ouais. On va penser à un recoin, que ce soit… comble. Tout à fait. Le comble d'une maison, le comble d'un supermarché, d'une entreprise. Et du coup, on va avoir besoin d'une prise de cliché qui va être assez rapprochée. Cet appareil va avoir la chance d'avoir plusieurs modes de réglage qui va faire que par rapport donc, au niveau d'intensité de la prise flash fait par les LED, vous allez pouvoir, via les deux capteurs, prendre un sujet, qu'il soit très proche, à mi-parcours ou très éloigné, jusqu'à 120 mètres avec ces appareils-là. Donc ça, je pense qu'en effet, pour toi,
c'est quelque chose qui peut être assez important vu que tu vas pouvoir placer tes appareils Oui. soit dans des endroits très exigus, mais aussi sur les endroits très ouverts. Oui, alors effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse aussi, alors on a clairement augmenté la distance entre 0 et 120 mètres. 100, 120 mètres, ça, c'est technologiquement une vraie avancée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre ces 0 et 120 mètres? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adaptabilité de l'appareil en fonction de l'objectif qu'on se place entre ces 0 et 100 mètres. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un cliché de grande qualité. Aujourd'hui, on peut le faire. Avec la qualité des sensors de ces appareils, on est capable de faire de la haute qualité. On est capable de faire de la haute distance. De la grande distance, on est capable d'aller chercher un animal jusqu'à 100 mètres. Après, ce qui est important aussi à préciser, puisque je ne sais pas si ça vous est remonté dans le monde cinégétique, mais en tout cas dans les territoires anthropisés, urbanisés, industrialisés dans lesquels on est amené à intervenir, il y a un autre mammifère qui s'appelle l'homme et qui a plutôt tendance, de temps en temps, quand il voit une caméra, à vouloir la voler. Et donc, la vraie évolution technologique aussi de ces produits, c'est que l'appareil, comme on peut le voir, est complètement camouflé, mais par ailleurs ne présente plus aucun signe extérieur de fonctionnement. Et ça, pour nous, c'est super important quand on va poser des caméras pour suivre des castors le long des berges qui sont finalement des ragondins, mais vus par un certain nombre de gens qui ne connaissent pas, ça devient des castors. On va être amené à mettre en place des dispositifs dans des milieux sensibles. Dans des milieux sensibles dans lesquels on a beaucoup de gens qui passent, dans lesquels on a beaucoup de vandalisme, dans lequel on a intérêt à surveiller les espèces envahissantes sans forcément être vu. Et je crois que l'évolution technologique de ces LED noirs, puisqu'on n'a plus de signaux extérieurs rouges, et ça, c'était assez handicapant pour nous. Aujourd'hui, il y a une vraie avancée technologique de la marque Bushnell sur ce sujet-là parce qu'on n'a plus de signes extérieurs de fonctionnement qui nous permettent d'être complètement discrets et d'éviter ces actes de vandalisme ou ces actes de vol. Donc, le produit est complètement indétectable par l'œil humain. Et qui plus est, comme vous pouvez le voir donc, sur ce produit-là, Bushnell a vraiment poussé le mode de camouflage le plus haut qui puisse le faire. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, posé sur un arbre, sur un tronc d'arbre, il n'a plus réellement besoin d'être mis en hauteur. Avant, on les mettait souvent en hauteur. On avait peur de se les faire voler, etc. Là, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il peut y avoir plus d'une centaine de personnes qui vont passer devant le tronc d'arbre sans se rendre compte que l'appareil est accroché au tronc. Alors, effectivement, nous, on a rarement des arbres auxquels on peut accrocher nos pièges photos, mais c'est souvent des pylônes, souvent des lampadaires, souvent des endroits dans lesquels on a nécessité aussi d'être discret. Je peux effectivement confirmer que le mode de camouflage de ces appareils convient effectivement également aux environnements dans lesquels on intervient. Si on revient un petit peu dans les comportements qu'on veut filmer entre ces 0 et 100 mètres, je dirais que moi, l'information, ce n'est pas tellement l'information photographique que je reçois comme ça, parce que de temps en temps, voire même de plus en plus souvent, à la demande de nos clients qui veulent des rapports sur ce qu'on a observé, la quantité, pourquoi c'est là, et proposer à nos clients des mesures de gestion associées, herméticité des bâtiments, augmenter la prédation le long des clôtures pour éviter que les rongeurs s'approchent des bâtiments, eh bien, on a besoin de retravailler les clichés. Et plus un cliché est, ou une vidéo, puisqu'on peut avoir des vidéos de plusieurs secondes avec ces appareils, la nécessité, ce n'est pas tellement la quantité de choses qu'on est capable de recueillir avec ça, c'est la qualité avec laquelle on fait. Et aujourd'hui, la qualité de ces pièges-là en font également, une fois de plus, une avancée technologique parce qu'on est capable de retravailler les clichés avec des clichés de très haute qualité pour être très fin dans l'identification. On est capable, à 20 mètres, de faire la différence entre deux rats qu'avant, avec les appareils du passé, on n'était pas capable, c'était trop pixelisé. Aujourd'hui, le faible taux de pixelisation des clichés, jusque y compris des clichés 60, 70, 80 mètres, nous permettent de retravailler ces clichés-là et pas forcément de prendre l'information primaire qui nous parvient, présence, absence et quantité d'animaux, c'est-à-dire retravailler qualitativement également nos clichés pour savoir si on a affaire à des animaux différents, si ces animaux qui sont passés au même endroit, la taille des animaux, on est capable de mesurer à une certaine distance et à cette même distance permanente la taille des animaux qui passent. Ce qu'on n'était pas forcément capable de faire avec les appareils d'ancienne génération. Et donc, ce que tu es en train d'expliquer clairement, c'est que aujourd'hui, comment tu arrives à faire ce retravail de photos, c'est tout simplement en ayant des capteurs photos qui sont de très bonne qualité. Et aujourd'hui, c'est le gros plus de la marque Bushnell,
C'est-à-dire que Bushnell a été précurseur dans le monde du cache photographique et d'année en année a augmenté on va dire la qualité de ces capteurs photos, qui fait qu'aujourd'hui, sur des photos donc, qui sont en 30 mégapixels, il y a beaucoup d'autres produits sur le marché qui sont en 30 mégapixels. 30 mégapixels, ça ne veut pas spécialement dire quelque chose. C'est surtout la qualité du capteur qui va vous donner un très bon cliché. Et aujourd'hui, Bushnell a cette chance-là, c'est qu'il dote ses appareils de capteurs de très haute qualité. Oui, alors il y a quelques autres choses qui me reviennent en tête sur notre utilisation quotidienne de cette gamme de produits. C'est que ce soit sur les oiseaux, que ce soit sur les rongeurs, on travaille sur des espèces qui vont vite. Et aujourd'hui, il y a une force également pour ceux qui s'intéressent à l'utilisation de ces pièges, c'est la rapidité de déclenchement. Parce que très souvent, quand on utilisait d'autres gammes de produits dans le passé, on avait la tête du rongeur. Si des fois le piège, tiens, il s'était dit, tiens, je vais me déclencher avant que ça passe, mais ça arrivait rarement. On avait plutôt l'arrière-train du rongeur. Or, aujourd'hui, la qualité de ces produits-là fait qu'on a des photos qui sont centrées. Pour l'identification des bestioles, c'est quand même un peu mieux parce que, surtout si on a des animaux qui sont loin, alors plus l'animal est loin, plus le champ photographique est large et donc plus le déclenchement est facile. Mais quand on a des animaux qui passent à 20, 30, 40 cm de l'appareil, on a rapidement le bout de la queue sans savoir ce qu'il y avait avant. Tout à fait. Donc, pour vous parler un petit peu plus de ça, la grande particularité donc, de ce Core DS, ça va être sa vitesse de déclenchement. Vu qu'on a des vitesses de déclenchement des plus rapides sur le marché, à savoir 0,2 secondes. C'est-à-dire que, et là je m'adresse à vous, qui allez plus utiliser dans un monde cinégétique, c'est un appareil qui, par exemple, positionné au saut du lion ou autre, va clairement prendre l'animal centré sur le cliché. Même si l'animal passe très vite en courant, l'animal sera centré sur le cliché et vous n'aurez surtout pas cet effet de passage dû à la vitesse. La prise de cliché va être ultra rapide et du coup, vous allez avoir une image qui va être très nette. Oui, voilà, je pense que c'est un point important parce que même effectivement, si on travaille sur des mammifères à sang chaud ou des oiseaux, effectivement, on reste sur des espèces assez volumineuses, je dirais, et donc qui peuvent aller vite dans leur déplacement, d'autant toutes ces espèces, ce qu'elles craignent vraiment quand elles se déplacent sur le terrain, c'est la prédation. Donc, elles vont vite, elles longent les murs, et c'est souvent contre-productif sur l'identification d'une bestiole. Donc, quand on couple rapide déclenchement de l'appareil avec forte qualité de l'image, eh ben, on a tous les ingrédients qui nous permettent vraiment d'être dans l'identification pure des espèces animales envahissantes sur lesquelles on travaille. Et pour nous, c'est hyper important, d'autant plus si on a besoin de retravailler les clichés, ça c'est sûr. Les autres choses que je souhaitais mettre en avant aussi, c'est l'autonomie de ces appareils. L'autonomie de ces appareils nous permet, par exemple, d'aller positionner ces appareils dans des combles, dans des endroits exigus, dans des endroits où il est difficile d'évoluer l'été, par exemple. Et par exemple, parce qu'il fait 50 degrés, il fait 50 degrés l'été et donc on est seul, et le chef de la maintenance est seul sur le site industriel, il ne va pas aller s'aventurer, aller dans des combles où il fait 50 degrés l'été, de risque d'y rester. Et donc, c'est vrai que si on y va pour relever des outils de suivi ou d'identification d'espèces envahissantes, il est quand même préférable de pouvoir y mettre un appareil et d'aller consulter la carte de cet appareil à des moments où c'est plus favorable ou à des moments où la personne n'est pas toute seule. D'autant plus, alors je vais rebondir pour poser une question, c'est quid de la connectique de ces appareils? Parce que pour aller encore plus loin dans le schéma, dans l'engagement RSE des entreprises et dans l'engagement RSE de « je ne vais me déplacer que quand l'appareil me dit qu'il faut que je me déplace », moi, je suis hyper intéressé par la connexion. Donc aujourd'hui, et je sais qu'effectivement, la qualité de la connectique est à peu près à l'image de ce qu'est la qualité de l'appareil qu'on a devant nous, mais comment tu vois le développement de cette connectique aujourd'hui? Alors, quand tu parles de connectique, tu veux parler, je présume, donc de transfert de clichés directement sur un autre appareil, à savoir par exemple un téléphone ou une boîte mail. C'est ça. Donc, Bushnell, aujourd'hui, a réellement voulu se concentrer sur de la qualité de produits et Bushnell est une marque américaine et malheureusement, Bushnell aujourd'hui a deux produits qui sont connectés, donc qui vont envoyer de la donnée sur
des appareils tels que smartphone ou boîte email, malheureusement, ils ne vont pas être compatibles avec le réseau que nous avons en Europe. Cependant, via ces appareils, la société Rivolier a la chance d'avoir la distribution de la marque SpyPoint, qui est aussi donc un des leaders du marché sur les pièges photographiques. Et la marque SpyPoint propose aujourd'hui un appareil qui s'appelle le CellLink. Ce CellLink, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit boîtier que vous allez pouvoir brancher sur les appareils Bushnell et qui va vous envoyer de la donnée photo. C'est-à-dire que dès que vous allez prendre, il va y avoir une prise de cliché, une prise de vidéo, vous allez pouvoir recevoir sur votre téléphone ou autre la prise de photo. Attention, ces photos seront forcément, vu que c'est un envoi type MMS, légèrement compressé. Il ne faudra pas oublier que ces photos sont toujours bien évidemment disponibles en très haute qualité sur l'appareil. Oui, d'accord. Ok, ça c'est un point très important parce qu'effectivement aujourd'hui, et les aspects réglementaires, notamment eu égard au piégeage, puisque nous faisons du piégeage, alors pas le même piégeage que vous, mais les aspects réglementaires du piégeage ont évolué et donc permettent aujourd'hui, par exemple, un relevé des pièges à distance. Pour nous, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on organise notre travail de scientifique de terrain en fonction des informations qu'on reçoit. Et donc, c'est vrai que si on est naïf en termes d'informations, on va plutôt avoir tendance à vouloir avoir une couverture exhaustive de nos systèmes et donc de visiter nos systèmes régulièrement pour voir où ils en sont. Et aujourd'hui, la vraie évolution technologique pour nous, c'est d'organiser notre travail de terrain en fonction des informations qu'on reçoit. C'est-à-dire, si on a des sites sur lesquels on est capable d'interroger notre appareil à distance qui nous dit « non, je ne t'envoie pas de photos parce que je n'ai rien détecté sur le site », c'est une donnée en soi pour nous. C'est une donnée d'absence. Alors, ce qui peut désespérer les chasseurs, j'imagine, de ne pas recevoir de photos toutes les nuits parce qu'il y a absence d'animaux. Pour nous, c'est plutôt ce qu'on va appeler une mesure de réjouissance parce que ça veut dire qu'éventuellement, si on est en train de vérifier qu'une mesure de régulation fonctionne, on voit de moins en moins de rongeurs qui déclenchent l'appareil la nuit. Et donc, cette tendance, on va pouvoir aussi faire de la collecte de points à distance et on va pouvoir comprendre les tendances, parce que si on passe sur un site à J0 et à J15, on a 2 points de relevé. Si on a un appareil qui est capable de relever tous les jours et qui ne vous envoie pas d'informations, j'ai un point tous les jours. Et ça va aussi révolutionner la manière dont on doit faire du suivi de terrain tout en n'augmentant pas la charge de travail. Et c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai posé la question de la connexion. Pour nous, la connexion, elle est super importante. Pourquoi? Engagement RSE, je ne vais pas prendre ma voiture alors que j'en ai pas besoin. 2, je vais pouvoir faire des relevés de points tous les jours. Et c'est hyper important pour les experts qui bossent sur les espèces animales envahissantes. C'est-à-dire que moins on reçoit d'informations, plus cette information est importante parce que ça veut dire que nos plans de régulation fonctionnent. Moins je vois de frelons asiatiques passer devant une ruche, plus ça signifie effectivement que le fait que j'ai retiré un nid de frelons asiatiques, oui, j'en ai pas parlé, ça aussi, c'est aussi un produit qui est facilement utilisable par les apiculteurs devant les ruches parce que potentiellement, on va pouvoir recevoir des clichés, par exemple, de frelons asiatiques. Et aujourd'hui, frelons asiatiques, comme tout le monde le sait, c'est un vrai enjeu de biodiversité. Et c'est des appareils qui vont pouvoir aussi nous permettre de détecter ces nouvelles espèces. Donc, c'est vrai que quand on regarde les méthodes scientifiques qu'on utilise pour aller au contact de ces espèces animales envahissantes, c'est quoi une espèce animale envahissante? C'est une bestiole qui vit chez nous, quoi, qui vit dans notre environnement. C'est un rat qui vit dans votre garage, c'est une souris qui vit dans votre placard. Donc, ça veut dire que c'est une biologie qui est compliquée, c'est une écologie qui est compliquée. On ne peut pas écrire un bouquin comme on va écrire un bouquin sur l'écologie du chevreuil. L'écologie du rat qui vit en ville, elle va être diamétralement différente en fonction de la ville dans laquelle il vit. Et alors que le chevreuil va se comporter à peu près de la même manière dans le bois dans lequel il vit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos métiers, clairement, et je crois que et Bushnell tient vraiment le haut du panier, ces caméras sont vraiment des outils d'adaptation et des outils de performance de notre expertise, puisqu'aujourd'hui, tous les sites qu'on surveille à distance, on les équipe avec ce type de caméra. Et je dirais que ça nous a amené aussi une autre dimension dans notre métier, c'est tangibiliser notre identification. Ouais, on est des experts. Alors, ce n'est pas très compliqué de dire qu'on est expert de tout. On le voit bien, on a 67 millions d'experts du Covid en France. Tout le monde est un peu expert de tout. Être expert, c'est avoir un avis en fonction des connaissances et des yeux qu'on a et la manière dont on regarde les choses et des connaissances scientifiques qu'on a acquis au fur et à mesure de nos études et de l'expérience. Je suis désolé, des fois, l'expertise, elle est mise à mal par une simple photo. Ouais. Et aujourd'hui, c'est aussi pour nous une chance de prouver que notre expertise a du sens
et de prouver que notre démarche scientifique, elle a du sens, soit parce qu'on ne s'est pas trompé d'espèce, soit parce qu'on ne s'est pas trompé de densité, ou soit parce qu'on ne s'est pas trompé d'endroit, et on ne s'est pas trompé de plan de gestion ou de plan de régulation, puisque nous, on ne parle pas de gestion. Hein, l'idée étant pas de laisser des populations pérennes de rats en ville, c'est de dire, si on met en place des plans de régulation, voilà un bel outil, qui plus est connecté, qui nous permet de vérifier qu'on n'est pas nul, qu'on peut se prétendre être scientifique de terrain, qu'on ne s'était pas trop planté en termes de densité ou de passage d'animaux, et que finalement, on ne s'est pas planté pour l'image de nos clients. Hein, je vous rappelle que pour les quelques clients qui ont connu des photos de souris dans une allée de supermarché ou des photos de souris dans une vitrine de boulanger, je peux vous dire que derrière, économiquement, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que derrière, il faut que les gens aient confiance dans les plans de gestion qu'on va leur proposer, les plans de régulation, et ça veut dire que ça, aujourd'hui, c'est probablement le meilleur outil pour nous, à distance, sans forcément augmenter notre charge de travail, de démontrer que les plans de régulation qu'on met en œuvre sont bons. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans un certain nombre de sites pharmaceutiques français, on a banni l'utilisation de pesticides en extérieur. Pourquoi on utilisait des pesticides? Pour réguler les rongeurs qui tournaient le long des clôtures et éviter qu'ils rentrent dans les bâtiments. Aujourd'hui, dans notre approche scientifique, et notamment la mienne, j'ai pensé qu'il faut qu'on arrête d'utiliser des pesticides autour des bâtiments, notamment au milieu pharmaceutique. On ne peut pas d'un côté revendiquer qu'on soigne les gens et qu'on tue des mammifères en extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a souhaité augmenter la prédation naturelle le long des clôtures sur ces sites industriels. Donc, on a favorisé l'installation des oiseaux de proie. Et comment le démontrer? Avec des photos. Avec des photos, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de ces animaux et de ces oiseaux prédateurs qui volent la nuit. Et donc, impossible pour les gens du site de voir effectivement qu'on réussit dans ce plan de gestion à augmenter la prédation naturelle le long des clôtures. Et cet outil-là, ça a vraiment été l'outil qui nous a fait basculer dans notre stratégie européenne, voire internationale, de bannissement des produits chimiques qui, par ailleurs, gardent une utilité dans un certain nombre d'environnements, mais qui, dans cet environnement particulier, parce qu'on va être amené à réguler des rongeurs qui rentrent dans des chaînes alimentaires, on ne peut pas se permettre d'un côté, connaître ces rongeurs et d'un autre côté, avoir des pratiques qui réduisent la biodiversité, y compris sur des sites industriels. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Et aujourd'hui, voilà un bel exemple qui nous a été permis, je pense, presque uniquement grâce à ces caméras. Tout à l'heure, tu nous parlais de qualité d'image. Là, tu nous parles maintenant de prise de photos donc, la nuit. Toi, avec ce Core DS et donc DS pour Dual Sensor, ces deux capteurs, avec son capteur, donc un dédié de jour et un dédié de nuit, a été donc une très belle avancée pour toi, vu que tu as eu une qualité de prise de clichés qui était parfaite, que ce soit de jour ou de nuit. Oui, c'est ça, parce que je pense que, tu as raison de le souligner, je pense que c'est de nouveau une belle avancée technologique de cette gamme Bushnell, c'est de se dire, nous, on a besoin de la même qualité, que ce soit le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que ces photos-là, moi, je ne vais pas simplement les archiver dans un dossier, je vais m'en servir. Pourquoi? Pour valoriser ma prestation auprès de mon client aussi. Donc, ça veut dire que moi, quelque part, la qualité de la photo, c'est en quelque sorte la qualité de mon expertise. Donc, ça veut dire que si je suis super bon, mais que mon matériel il est super mauvais, ça veut dire que quelque part, je suis super mauvais. Or, technologiquement, je ne sais pas comment ça se passe dans le monde cynégétique, mais je peux te dire que dans le monde de l'expertise internationale sur les espèces animales envahissantes, notre expertise est souvent mise à mal, souvent contredite par un certain nombre de gens qui souhaiteraient qu'on ne touche pas ces animaux et qui n'ont pas conscience de la dynamique de population de ces bestioles. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, technologiquement, en tout cas, moi, je souhaite que mon expertise soit indissociable de la qualité de ces appareils. Donc, ça veut dire que pour moi, je ne peux pas prétendre vouloir être au top dans mon expertise sur le plan international, et Dieu sait que ça me demande du boulot, et ne pas être au top dans le matériel que je vais utiliser sur le terrain. Donc oui, forcément, tu vas pouvoir trouver du matériel moins cher, d'accord, mais il y a toujours moins cher. Sauf que moi, mon expertise, elle n'a pas de prix. Donc la manière dont je vais tangibiliser mon expertise et la manière dont je vais rendre mon expertise au client sous forme d'une photo, là aussi, j'ai besoin qu'il voit que c'est de la meilleure qualité, parce que notre expertise, les enjeux qu'il y a derrière, c'est l'activité économique de nos entreprises, l'image des entreprises, et puis derrière, les enjeux sanitaires qui nous sont posés, qui sont moindres dans le monde cynégétique que dans notre secteur particulier. Nous sommes avant tout des pare-feux sanitaires, et quand on va réguler ces espèces, ce n'est pas par plaisir,
c'est par nécessité économique, protection de l'image de nos entreprises et clairement des enjeux sanitaires qui sont posés à la société. Et les rats en sont un bon exemple. Tout à l'heure, on parlait de la qualité, donc de la prise de clichés, etc. C'est vrai qu'on n'a pas abordé autre chose, c'était la qualité, on va dire, dans le temps de l'appareil. Aujourd'hui, Bushnell a un petit peu révolutionné ce monde des pièges photos. On avait énormément en fait, de problèmes de SAV sur ces produits qui, tout le monde en a eu, des produits qui s'ouvraient donc complètement en deux, avec des fiches qui passaient d'un côté à l'autre, donc pour relier le bloc pile à l'appareil. Bushnell a justement avec, je vais vous L'histoire du montrer capot, donc, ouais. ici. Qui s'est affranchi en fait. Voilà. C'est ça. Et de ce fait, eh bien, on n'a plus ce souci de connectique qui venait s'arracher à l'ouverture de l'appareil. Et ça aussi, je pense que ça a été un plus pour toi, vu que tu as eu des appareils qui aujourd'hui qui durent dans le temps. C'est vrai qu'on a un parc d'appareils très important, donc c'est vrai que le SAV, c'est du temps perdu, puis c'est de la valeur de l'appareil qu'on perd, quoi. Donc c'est vrai que oui, cette évolution, elle est importante, hein. Le diable est dans le détail de l'utilisation. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un appareil à la fois pensé pour tous les secteurs d'une telle puissance et avec une ergonomie telle à un entrée de gamme dans le marché. Je veux dire, aujourd'hui, on est face à un produit sérieux, on veut être sérieux, il faut utiliser des produits sérieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'encourage effectivement l'utilisation de ces appareils, et en particulier de cet appareil de dernière génération, y compris dans le monde cinégétique, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse nous profiter des avancées technologiques dans nos métiers sans que ce soit le cas dans le monde cinégétique. J'imagine aujourd'hui, dans le monde cinégétique, quand on regarde les comptages, il y a beaucoup de comptages qui sont quand même faits au doigt mouillé, alors qu'on a des avancées technologiques qui nous permettraient de systématiser, d'automatiser, d'industrialiser les comptages, y compris les comptages de faune sauvage. Il y a toujours des histoires. Pour moi-même, être dans un conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, salut du Rhône, il y a toujours des histoires sur les estimations de population. Et on a là la possibilité d'objectiver le suivi des populations. Et je crois qu'il faut vraiment saisir cette chance parce que si on veut continuer à revendiquer que nos métiers sont de la régulation et que la chasse, quelque part, un enjeu de régulation et un enjeu de prélèvement, sans mettre les populations à risque, eh bien, je crois que utilisons le matériel de notre époque pour objectiver les comptages et justifier le fait qu'on fasse des prélèvements ou qu'on n'en fasse pas. Et je crois que c'est une photo vaut mieux qu'un grand discours. Merci Romain pour ton expertise. Avec plaisir. J'espère que cette petite interview vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et d'autres sur la chaîne YouTube de Rivolier et ainsi que sur notre page Facebook que je vous encourage à liker. Merci à tous. Merci à tous. Bon week-end.